Alors on compare, on prend, on teste, on utilise. Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer puisque c'est possible de le réaliser? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime son mari, ses enfants et sa famille. Elle aime le wingfall. Elle aime l'eau, le vent, la scène, les sorties, la fête, la danse, les bonnes choses. Elle aime le beau, les beaux tableaux, les belles lignes. Elle aime la vérité, tout ce qui sonne juste. Bonjour Florence. Bonjour Thérèse. Tellement contente de te rencontrer. Tu travailles aussi depuis de très nombreuses années pour permettre aux personnes de s'aimer, de se laisser aimer. Comment tu te présenterais ? Écoute, je travaille sur le parcours. Mon métier, c'est d'aider les uns et les autres, célibataires ou en couple, hommes ou femmes, dans le parcours affectif, à faire pivoter sa vie affective, à comprendre comment avancer dans ce chemin. Franchir les étapes difficiles en étant extrêmement concrète. Mon métier, c'est d'avoir vraiment développé une méthodologie d'accompagnement sur la connexion émotionnelle, sur les prédispositions qui ouvrent à l'amour, et de comprendre qu'est-ce qui, dans notre schéma, vient couper cette connexion. Et alors, avant que tu nous en dises plus sur la connexion émotionnelle, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu en es venue à faire ce métier qui est quand même assez atypique, dis-moi. Mais alors ça, Thérèse, c'est une longue histoire. En fait, il y a presque 17 ans maintenant, j'étais à un dîner chez moi. J'ai invité plein de copains et il y avait quelqu'un que je connaissais pas très bien. J'avais vu 3 fois. C'était un ami de mon mari et qui avait 41 ans, qui était célibataire, qui avait eu des jumeaux, d'une soirée en boîte de nuit. C'était bien entendu avec la maman, mais ils n'avaient jamais développé de relation amoureuse. Et il avait fait des années de psy. Il est venu me voir en me disant « Florence, tu aides tes amis, tu aides tes copines, tu as un vrai bon sens sur les relations affectives. À chaque fois que je te vois, c'est frappé au coin du bon sens. Je voudrais que tu me coaches en amour. Et non pas que tu m'aides 1 ou 2 fois autour d'un café comme tu le fais avec tout le monde, mais que je te vois régulièrement tous les 15 jours et que je te rémunère. C'est comme ça que tout a commencé. » Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit « Mais non, je ne suis pas love coach. Je travaillais à l'époque dans une grande entreprise au Club Med, à la direction de la stratégie. J'étais avec des grands patrons, etc. Je ne me voyais pas du tout faire ce métier. Et donc, je lui ai dit non. » Et puis, 2 mois sont passés. Et chaque jour de ces 2 mois, je pensais à lui. Parce qu'en fait, ça me démangeait de l'aider. J'avais eu le sentiment de comprendre son problème. Donc, au bout de 2 mois, je l'ai appelé, je l'ai vu, et à la fin de la séance, je me suis dit, oh là là, c'est quand même bien ce que je lui ai dit. Et puis et puis on s'est revus tous les 15 jours, et puis il a trouvé la femme de sa vie, il a fait un enfant avec elle, ils se sont mariés, etc. Et puis ça a fait du bruit, et ça a été le grand démarrage. Mais l'incroyable cette histoire. Donc avant, tu viens d'un tout autre univers, le Club Med, incroyable. Et puis tu finis par aider les personnes en amour. Tu parlais de connexion émotionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends derrière ça, cette difficulté à parfois connecter émotionnellement, ça veut dire quoi ? Alors, donc la connexion émotionnelle. La connexion émotionnelle, en fait, pourquoi j'en suis venue à ce métier ? C'est parce que justement, je trouvais que tout le monde tournait autour du sujet sans s'attaquer au cœur. Les relations amoureuses, qu'on soit célibataire ou en couple, elles posent problème quand on ne vibre plus. Ou quand on ne vibre pas parce qu'on s'assied en face de quelqu'un qu'on a vu 1 fois, 2 fois, 3 fois et que finalement l'étincelle ne se prolonge pas. Et donc cette connexion émotionnelle, il faut comprendre la puissance du sentiment amoureux. Si je veux que mon mari retombe amoureux de moi au bout de 15 ans, ou que cet homme avec qui je suis depuis quelques mois ou depuis 1 an, ou même que je vois pour la première fois, je veux qu'il se passe quelque chose, il faut comprendre qu'il doit se déraciner
de son univers, pour être projeté dans mon univers. En fait, biologiquement, c'est très puissant de tomber amoureux de quelqu'un. Et aujourd'hui, dans notre société de contrôle, eh bien, ça ne se passe plus. Ou alors ça se passe par miracle une fois ici ou là, et puis pouf, ça retombe au fond de l'océan. Donc, moi, ce que j'ai voulu apporter comme pierre à l'édifice, c'est de dire, eh bien, quelles sont les prédispositions favorables à cette connexion émotionnelle. Et cette connexion émotionnelle, c'est le fait d'être en capacité de recevoir l'autre dans sa pureté, dans sa justesse, pour me faire sortir de mon univers, de mes croyances, de mes critères, de tous ces trucs qui m'encombrent, pour me projeter dans son monde sensible et me réveiller le lendemain matin en me souvenant de la veille, en me disant « je suis touchée par ce qu'on s'est dit ». Et c'est la capacité à soi-même s'être livré tellement en justesse que lui aussi en face, il s'en souvient le lendemain matin quand il se réveille. Florence, pourquoi c'est si difficile de faire ça ? Alors pourquoi c'est si difficile de faire ça ? Parce que moi je vois deux courants contraires. Alors là vous allez toutes me détester, mais c'est pas grave. En fait, il y a quand même toute cette histoire d'introspection, de connaissance de soi, de travail sur ses blessures, qui, je trouve, sont formidables pour l'estime de soi, mais en amour, c'est pas bon. Quand on se met à, par exemple, je vous dis ça parce que j'ai 15 ans de recul de personnes qui viennent me voir qui, pour 3/4 de mes clients, ont évidemment été beaucoup accompagnés. Et donc, ce travail à vouloir d'abord se réparer, d'abord prendre confiance en soi, d'abord vivre pour soi, eh bien, d'abord se connaître, connaître ses attentes, connaître ses attirances, connaître connaître ce qui est bon pour nous, etc. Ben, au final, c'est pas que c'est mauvais en soi, c'est que ça nous éloigne de l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y ait un pont, levis, qui s'établisse entre moi, tour du Moyen-Âge avec une épaisseur de 3 mètres, et toi, tour du Moyen-Âge qui vraiment est dans ta posture de contrôle. Dans notre société, on veut montrer qu'on a confiance en soi, on veut montrer qu'on est cool, qu'on a des amis, on veut montrer que finalement on a une vie où on se tient dans la vie, que notre vie va bien. Mais d'accord, mais tout ça c'est chouette. On veut que la discussion soit fluide, on veut que l'autre se souvienne de nous en positif. Mais non, mais tout ça, ça marche pas. Si la relation est fluide, il n'y a pas d'émotion. Si on ne parle que de ses atouts, on va susciter l'admiration, mais pas l'émotion. Voilà, donc toutes ces choses-là sont à comprendre. Donc ça, c'est le premier courant. Et donc dans ce premier courant, en fait, j'entends aussi une critique de ce qu'on peut appeler couramment le développement personnel, qui est différent du développement relationnel. Enfin, le développement personnel est centré sur soi, la connaissance de soi, etc. Mais tu dis que ça n'aide pas nécessairement, voire même ça peut être complexifié, la relation à l'autre. C'est ça finalement, en fait, dans ta critique. Ben oui, c'est-à-dire que biologiquement, on est quand même né et programmé pour être aimé. Et donc, on peut vivre quelques années, voilà, parce que on a créé un écosystème social, amical, familial qui fonctionne bien, mais il va nous manquer quelque chose. Faut regarder, je sais pas, les époques avec Ceausescu, les pouponnières, un enfant qui va se laisser mourir s'il n'a pas le regard de sa mère. Enfin, voilà, on est quand même programmé pour ça, donc c'est très difficile d'être heureux sans ça. Évidemment, c'est génial d'essayer d'être heureux en ça, mais ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas dire à quelqu'un d'abord travailler sur vous, parce qu'au final, il va lui manquer l'essentiel. Et puis surtout que nous, les femmes, eh bien, voilà, on ne peut pas faire des enfants éternellement, et que donc on ne peut pas passer 10 ans à être heureuse seule, parce qu'en plus, ça va être très dur d'être heureuse seule, et en plus, si on est d'abord heureuse seule, on va prendre de mauvaises habitudes. Donc, moi, je ne suis pas pour cet aspect-là des choses, parce que je me rends compte, finalement, que la seule chose qui compte, c'est d'être dans le lien affectif. Et alors, une fois qu'on est dans le lien, là, on y va avec un peu de maturité affective pour se réparer.
Et moi, je crois à la réparation de nos blessures, ou même pas la réparation d'ailleurs, c'est pas si grave. C'est la beauté de notre monde sensible, qu'on ait eu des failles ou quoi, qu'on puisse apporter cette merveille-là dans le lot du couple. Et si on y va avec une certaine intelligence de la relation, eh bien, on va progresser ensemble, parce qu'il n'y a pas de lieu de progrès plus fort que le couple. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu partages là, parce qu'on l'entend très rarement, un peu au micro de ce podcast Love Care, parce qu'on voit bien qu'il y a un fil rouge chez tous nos intervenants, et donc c'est bien ce que tu le redis avec tes mots à toi, c'est très pertinent ce que tu dis. Et tu dis, on va te détester, parce que c'est vrai que c'est une critique, d'une certaine façon, une remise en question d'un mode de fonctionnement qui est très répandu dans notre société occidentale. Merci de nous le dire. Il y avait un deuxième point que tu disais, une deuxième cause à cette difficulté à connecter émotionnellement avec l'autre. Oui, donc il y a ce courant. En fait, il y a le courant du développement personnel, de l'idée qu'il faut avoir confiance en soi. Si je montre ma confiance en moi, c'est de toute façon, a priori, je vais être dans une posture de contrôle. Parce qu'on est nombreux à ne pas avoir confiance en soi. Voilà. Et l'autre, c'est plutôt cette idée que je dois d'abord réparer mes blessures. Donc, c'est le courant du développement personnel, et ensuite, c'est tout le courant de la psychologie. Voilà. On ne peut pas dire à tout le monde qu'il faut aller chez le psy. En revanche, je pense qu'on peut dire à tout le monde d'être éduqué affectivement. Avant, ça se faisait par le rabbin, le prêtre, la mère, la grand-mère. Évidemment, le schéma patriarcal a explosé, et donc tous ces conseils ont explosé aussi, puisque nos mères, elles ont été elles-mêmes intriguées souvent dans les problèmes affectifs. Les enfants que nous sommes ont parfois vu les problèmes de leurs parents, et donc on part tous non seulement on part d'une feuille blanche, puisqu'on ne nous apprend plus rien, et en plus, le modèle n'existe pas. Le modèle patriarcal de l'époque, il avait un avantage, c'est que il y avait des chaussures dans lesquelles on rentrait. Donc, c'était pas des top chaussures, mais bon, au moins, on se posait pas trop de questions. Là, aujourd'hui, on part d'une feuille blanche, et le modèle, il y en a pas. Donc, on est dans une époque super ambitieuse. Moi, je trouve que je suis heureuse d'être née dans cette époque, parce que c'est magique. On est en train de construire ce nouveau modèle, et moi, j'œuvre à le construire. C'est ça mon ambition, c'est ça mon objectif, et je pense qu'on est en train d'y parvenir là au sein de Love Intelligence. Mais voilà, soyons dans le lien dès le début, et dans l'expérimentation pour vivre notre époque, et pas essayer de regretter qu'il y ait trop de féminisme, ou que les hommes ne soient pas comme ci ou comme ça. Ce qui compte, c'est de vivre avec l'époque que l'on traverse. Donc on voit bien ces deux courants dont tu parles. Et donc, toi, tu as créé une entreprise, Love Intelligence. Qu'est-ce que tu fais au juste ? Les gens arrivent chez toi, pourquoi et comment, très concrètement, tu les aides ? Alors, quand j'ai créé Love Intelligence, donc le 1er janvier 2007, donc il y a plus de 15 ans maintenant, ma volonté, c'était d'asseoir une méthodologie d'accompagnement qui pouvait être répliquée au plus grand nombre. Parce que ce que je voulais pas, c'était juste recevoir des hommes, des femmes, des célibataires ou en couple ici. Ce que je voulais, c'était vraiment transmettre ces dispositions favorables pour retomber amoureux de son conjoint, pour passer une crise difficile en couple, ou pour trouver l'amour en quelques mois. Parce que quand on comprend ça, franchement, quels que soient nos blocages, on peut tout franchir. Donc, mon travail, il a été, au sein de Love Intelligence, d'écrire beaucoup d'articles. On a plus de 1000 articles sur Love Intelligence. Et puis, j'ai commencé à former ma première coach, qui était psychologue, et puis une DRH qui a voulu faire ce métier. Ces deux personnes-là travaillent toujours pour Love Intelligence depuis 15 ans maintenant. Et puis, ensuite, j'ai formé une ou deux autres personnes. Mais c'était pour les besoins de Love Intelligence. Donc, on a créé des masterclass aussi. Il y a une masterclass pour les personnes célibataires qui s'appelle la méthode Florence. Il y a une masterclass pour le couple qui s'appelle Fantastique Couple. Et puis, il y a 3 ans et demi, 4 ans, je passais sur un passage clouté. J'ai failli me faire écraser. Et je me suis dit, oh là là, si tu t'étais fait écraser,
t'aurais pas transmis à des professionnels autres que les 3-4 personnes que tu as formées pour les besoins de Love Intelligence, alors que j'avais en fait à peu près 50 candidatures de professionnels qui voulaient être formés. Mais je me disais, oh là là, je me sentais... je voyais pas très bien ce que ça voulait dire que de former des professionnels en dehors de Love Intelligence. Et ça, cette histoire de passage clouté, ça fait exploser mon blocage. Et j'ai ouvert la formation à l'extérieur. Voilà. Et donc depuis, on est à plus de 130, on est à 140 personnes formées. Donc c'est une formation de 6 mois à raison en présentiel ou en distanciel avec un certain nombre d'heures par mois. Et donc dedans, il y a tout. Il y a même eu un psychiatre qui veut faire la formation. Il y a un médecin, il y a des psychologues, il y a des thérapeutes, des sexologues, mais aussi des gens qui viennent il y a eu 2 personnes jeunes qui viennent de l'école et qui veulent aider leur génération. Il y a des personnes qui viennent de la direction des achats, une DRH, une infirmière. Enfin voilà, c'est très éclectique. Donc moi, ce que j'entends dans ce que tu me partages, c'est que ce qui t'anime, c'est de donner des outils très concrets pour répondre à des problématiques de la vie, on va dire, courante. Vraiment, il y a quelque chose de très pragmatique dans ton approche. Comme si tu avais fait cette observation qu'il nous manquait une formation de base ou des outils de base pour aimer et se laisser aimer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que comme si tu viens compenser un manque d'éducation, de formation. Dans Love Intelligence, il y a un peu cette idée de former les intelligences aussi à l'amour. Comment est-ce que tu... Oui, déjà, c'est de lutter contre ces 2 courants qui sont très forts et très puissants, qui peuvent être de temps en temps, qui peuvent nous amener à rester un peu dans notre coquille, à être trop dans cette connaissance de soi. Et donc, il y a des centaines de croyances, mais ça va être sur les sites de rencontres, sur moi, sur la femme, sur moi dans la relation. Tu peux me donner un exemple, par exemple, quand tu dis des croyances qu'on peut avoir, que tu vas déconstruire? Oui, tu vois, par exemple, si ma croyance, c'est que il faut que l'amour soit fluide, eh bien, je vais m'adapter à l'autre. Je vais faire plaisir. Si j'ai 50 ans et que je suis bien éduquée, etc., je ne vais pas vouloir ruer dans les brancards. Et donc, par exemple, le type, imaginons, je fais un rendez-vous via Tinder ou Theotokos ou je ne sais quoi. Eh bien, je vais être là en face de lui. Et ce que je veux, c'est que s'il parle de quelque chose, je sais pas moi, la montagne, je vais lui montrer que moi aussi j'aime bien la montagne. Je vais vouloir raisonner avec ses personnalités. Je vais lui montrer que moi aussi j'ai cet éclectisme que lui a. S'il me montre cet éclectisme, en fait, je vais aller dans son sens pour lui montrer que je lui corresponds. Et ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Moi, je me souviendrai très bien, c'était il y a 8 ans, il y a une femme qui était arrivée, qui m'avait dit « Oh Florence, je sors d'un rendez-vous. Ce rendez-vous est tellement génial que je viens vous voir pour que ça marche. » Et elle m'a raconté le rendez-vous et je me suis dit « Il ne va pas la rappeler. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'en effet, le rendez-vous était super. C'était fluide, c'était sympa, ils avaient bien parlé. Mais en fait, j'ai bien senti que sa pureté d'être, c'était pas passé. Voilà. Et donc, il faut bien comprendre que quand je vous parle de la violence du sentiment, il faut le déclencher. Et pour le déclencher, il faut y aller fort, en poussant le curseur sur cette ouverture sur son être. Sinon, ça ne marche pas. Susciter l'admiration, c'est pas un objet, ça ne fonctionne pas. Parce que quand on suscite l'admiration, à un moment donné, forcément, on va décevoir. Et si on suscite uniquement l'attirance physique, c'est pareil, à un moment donné, ça va décrocher. L'attirance intellectuelle, pareil. Donc, notre être, ce qu'il cherche, c'est à sortir de lui. Donc, il y a plein de croyances qui sont en dehors de ça. Les croyances, et donc, pour que notre être il sorte de lui-même, eh bien, il faut que... on envoie du lourd sur notre singularité, ce qui fait tellement notre différence. Donc il faut y aller. Il faut montrer qu'on n'est pas d'accord. Il faut montrer ce qui nous met en colère aujourd'hui. Il faut dire pourquoi on adore le tennis ou pourquoi on déteste cette boîte ou pourquoi on a quitté Lyon et pourquoi on est venu habiter à Strasbourg. Il faut qu'on explique le pourquoi des choses pour que notre être soit reçu. C'est ça que tu appelles la pureté d'être? La pureté d'être, c'est évidemment très concrètement lié à nos rêves, à nos moteurs, à nos épreuves
et à nos besoins physiologiques. Et c'est surtout pas ce que l'on fait dans la vie, c'est surtout pas nos convictions profondes. On s'en fout de nos convictions, parce que si je te montre mes convictions, je vais chercher à te convaincre. Si je cherche à te convaincre, j'enferme le dialogue et mon canal émotionnel, qui se nourrit de magie émotionnelle, de moments de flou, de vide, etc., il ne va pas pouvoir s'installer. Voilà. Donc, imagine toutes les croyances qui viennent contre ça. Donc, la croyance, c'est il faut d'abord bien savoir ce qu'on veut en amour. Non. Parce que je suis assez d'accord, évidemment, sur le fondamental de cette croyance-là, mais il faut surtout savoir se laisser surprendre par un être. Le nombre de fois dans mes coachings, dans mes accompagnements, où là, tiens, encore ce matin, là, j'avais la supervision de celles qui se sont fait former l'année dernière. On travaillait sur un cas d'une fille qui s'appelle Constance. Et en fait, cette Constance, elle se rendait compte que tous ces critères, elle pouvait les envoyer bouler. Parce que dans la relation qu'elle avait avec son Jérôme, ce qu'elle aimait, c'était rien, ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'elle avait énoncé. Ce qu'elle aimait, c'était sa joie. Voilà, donc oui, il n'était pas dans tout, il ne cochait aucune case, mais il cochait la case de la joie. Et ça valait de l'or. Alors qu'il n'était pas de son niveau social, qu'il n'était pas de son... Voilà, elle avait tellement de choses qui la bloquaient, mais il avait la joie. Là, tu parles aussi de la première rencontre pour des personnes qui seraient célibataires et qui désirent l'amour. Et tout à l'heure, tu expliquais aussi que toute cette méthode, cette compréhension du fonctionnement de la connexion émotionnelle peut servir aussi à des couples mariés. Mais alors comment, quand on est marié depuis quelques années, on sait bien, comme dit Bec Bédé, l'amour dure 3 ans. Ce n'est pas l'amour qui dure 3 ans, c'est le sentiment amoureux qui dure effectivement que quelques années, parfois moins que 3 ans. Quand la courbe tombe, diminue, voire on ne ressent plus de sentiment amoureux pour son conjoint, qu'est-ce qu'on fait ? Oh là là, mais c'est bien normal de ne plus ressentir de sentiments amoureux pour son conjoint. Moi, ça m'arrive tout le temps. Mais ça m'arrive quoi ? Je sais pas, toutes les semaines, hein, honnêtement. Et Dieu sait que j'aime mon mari, mais de temps en temps, je sens que ça tombe, voyez. Donc, reconvoquer l'état amoureux, quand on est en couple depuis 5 ans, depuis 3 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, c'est possible. C'est possible comment ? Eh bien, c'est possible dans un espace où l'autre va recapter notre être. Ça veut dire quoi ? En fait, la lumière d'un être, il passe par sa vulnérabilité, par son monde sensible. Moi, voyez, si un soir, je me mets vraiment à me confier sur ce qui m'a plombé, ou sur ce dont j'ai peur, ou sur une épreuve où je me suis sentie minable, eh bien, déjà, ça va ouvrir l'espace de l'utilité de l'autre. Parce que c'est pas inutile de le rappeler, mais on a besoin de se sentir utile. Attends, pause, parce que ça, c'est à mon avis très important. Parce que c'est complètement en décalage avec ce qu'on vit à notre époque. On dit, on a besoin de se sentir utile pour créer cette connexion émotionnelle, alors que aujourd'hui, on en dit quand même que l'indépendance, le fait d'avoir besoin de personne et de surtout pas être dans une dépendance avec l'autre, c'est ça l'idéal de vie. Là, tu nous dis, non, en fait, c'est important que l'autre se sente utile. Ah oui, mais tu sais, le lien, il fonctionne... Le lien, il fonctionne parce que c'est comme la nature. Je sais pas, tu prends un arbre avec ses racines, il va se nourrir de la terre, il va se nourrir de l'eau, il va se nourrir du soleil. Il faut pas croire qu'on se suffit. Je veux dire, c'est faux. Voilà. Moi, je suis bien dans mes baskets. Mais je ne me suffis pas. C'est pas vrai. Et Dieu sait que je suis réalisée sur tous les plans. À part mon addiction au chocolat, franchement, je me sens super bien. Mais je ne peux pas être heureuse seule, c'est faux. J'ai besoin de l'amour de l'autre. Et donc, je sens bien que dans l'espace de ma vulnérabilité, l'autre me rejoint. De manière plus forte que si je brille, que si je viens de faire un TEDx ou une super télé. En fait, il s'en fout. Là où on se rencontre tous les deux, c'est vraiment... Quand en fait, c'est comme les racines de l'arbre, on se retrouve avec 1000 petits filaments parce que, en fait, on est dans une pureté d'échange, on exprime nos doutes, nos questionnements et c'est juste magique. Parce que l'autre, là, il l'accueille et oh là là, on sait pourquoi on est ensemble. Voilà. Mais justement, tu n'as pas peur que cela crée une sorte de dépendance affective ?
Bon. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que tu l'entends comme moi partout. Moi, on nous fuck dit... la dépendance affective. Ah, ça m'intéresse. Non, mais ça jamais en citation. Fuck la dépendance affective. Pourquoi fuck? Dis-moi, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Mais pourquoi? Parce qu'on ancre les gens dans des schémas. Tu vois, moi, j'ai pas quelqu'un ici qui vient sans me parler de sa dépendance affective. C'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Les gens, ils se les trimballent pendant des années. Voilà. Et en fait, tu sais, parfois, chaque année, j'ai 2-3 psychiatres en accompagnement. Souvent une femme en couple ou souvent des personnes célibataires, psychiatres, qui me disent « Alors là, moi, Florence, avec moi, vous n'allez pas y arriver. Voilà mon schéma. » Alors, c'est comme si physiquement, ils me montraient un truc en pierre hyper lourd, genre l'air de dire, me regardant, l'air narquois, « Vous n'allez pas y arriver. » Mais je veux même pas l'entendre son schéma. D'ailleurs, je me souviens, la dernière, elle venait de Lyon, la psychiatre. Elle me dit « Mais vous voulez pas en savoir plus sur mon schéma ?» Je lui dis « Non. Votre schéma ne m'intéresse pas. » Parce qu'en fait, son schéma, elle l'entretient et elle va m'expliquer qu'elle n'y arrive pas parce qu'elle a ce schéma. Alors que moi, tout ce que je vais lui expliquer en séance, c'est à portée de main. Si le soir, elle décide d'agir comme je lui dis, c'est tellement frappé au coin du bon sens. Elle est tellement intelligente, la fille que j'ai en face de moi. Elle comprend tellement bien ce que je viens de lui expliquer sur l'amour que, quel que soit son schéma, ce que je lui ai conseillé, elle peut y arriver. Parce que c'est simple, parce que poser des questions à quelqu'un, se livrer en vérité sur une chose un peu essentielle de notre vie que, ok, jusqu'à maintenant on ne l'avait pas livré, mais finalement on trouve que ça fait quand même du sens de dire un peu de vérité là-dessus, c'est à la portée de tout le monde. Mais c'est à la portée de tout le monde parce que finalement, c'est d'arriver à avoir cette spontanéité dans la relation, cette ouverture du cœur. Et on peut le voir chez beaucoup d'enfants. Au départ, on arrive, on parle, comme je veux dire, sans filtre. On dit ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on a vécu. Et puis peut-être comment, peu à peu, dans nos histoires, ou en fonction de nos personnalités, on commence à mettre des filtres. On commence à fermer son cœur. Mais c'est comme si là, en tout cas quand je t'écoute, je me dis, tu nous aidais à retrouver cette spontanéité, quelque chose. Quand j'ai spontanéité, tu vois ce que je veux dire, c'est pas je parle sans filtre, je dis ce qui habite mon cœur et j'essaye pas de contrôler ce que je dis avec toujours cette idée de qu'est-ce que l'autre va penser si je dis ça. En fait, tout est calculé et donc forcément là il y a plus de spontanéité. Mais exactement. Beaucoup de personnes que j'accompagne vont me dire « Ah mais je vais quand même pas dire que j'ai 41 ans et que j'ai envie d'un enfant. » Ben si, puisque c'est vrai et que c'est le point fondamental de votre vie, ça va être encore pire que de le cacher. Ou là, j'aime bien l'exemple de cette fille qui avait un frère schizophrène qui était décédé 4 mois avant qu'elle me vienne. Elle me dit, je suis en accompagnement en psy. Ma psy m'a dit surtout, vous ne parlez pas de votre frère schizophrène. Parce que le frère schizophrène, il avait eu des actes de violence terribles. Elle avait porté son frère toute sa vie. Voilà. Et je dis, mais bien sûr que si. La fille, elle mesurait 1m80. Elle était... tu vois, corpulente, elle avait un petit visage tout fin. Son corps, on le comprend. Quand on comprend qu'elle a, pendant 48 ans, porté un frère schizophrène. Et la phase de vie qu'il la traverse, c'est quoi? La phase de vie qu'il la traverse, c'est que justement, elle est libérée aujourd'hui. C'est triste ce deuil, mais en même temps, elle peut enfin s'occuper de sa vie amoureuse. Et si l'homme qui est en face d'elle, il ne comprend pas ça, déjà, il ne comprend pas son corps. C'est comme s'il y avait une dissonance, tu vois. Donc, en fait, il faut comprendre que tout est cohérent et que pour que cet homme aille accepter cette femme dans sa beauté, eh bien, il doit comprendre la phase de vie qu'elle traverse. Et la phase de vie qu'elle traverse, ça a évidemment un lien énorme avec son frère schizophrène décédé. Pour te présenter, Florence, je t'ai demandé les différentes choses que tu aimes dans la vie. Et la dernière, tu as dit... J'aime la vérité, tout ce qui sonne juste. C'est ça que tu es en train de nous dire. En fait, quand c'est vrai, ça sonne juste. Et là, il y a quelque chose qui se passe entre deux êtres. Oui, oui, c'est ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre encore, tu vois, cette vérité, il faut comprendre la mission presque de l'être sur Terre. L'être, il a besoin de grandir. Il est né pour grandir. Il est programmé comme ça. Donc... dans l'amour, il sait qu'il va grandir, c'est pas conscient. Et donc, quand il tombe amoureux parce que en fait, son être va grandir à travers la différence de l'autre. Donc déjà, nous, là, dans nos grandes villes qui cherchons des êtres qui sont compatibles parce que on aime les mêmes choses, on a des centres d'intérêt communs, voilà, ça peut pas fonctionner. Tu vois,
peut-être que l'essentiel à comprendre, c'est que un homme, une femme, dans le lien à l'autre, en fait, il a surtout pas besoin de se voir lui. S'il se voit lui, il se chimiquement, ça ne se passe pas. Il se déteste, en fait. Lui, dans ce qu'il veut aimer, c'est qu'il veut sortir de son univers pour aller dans l'univers de l'autre, pour grandir. Voilà. Et ça demande, c'est le travail que je fais dans mes formations, ça demande de comprendre comment expliquer ça à un homme ou une femme qui vient nous voir pour qu'elle se mette dans cette disposition-là. Et c'est comme ça qu'en effet, eh bien, on va pouvoir sortir de la dépendance affective, puisque de toute façon, l'autre, il va tomber amoureux de nous et qu'on aura compris les fondamentaux du respect de la liberté. Quand on comprend bien là tout ce que je viens de dire, il y a un immense respect sur le respect de la liberté de l'autre. Et ça devient plus facile de sortir de sa dépendance parce que on a une forme de dignité de la qualité de la relation. Et en fait, c'est naturellement qu'on ne va pas envahir l'autre parce qu'on va comprendre ce qui se joue, on va comprendre comment chacun grandit et on va laisser cet espace de liberté à l'autre pour qu'il puisse grandir simplement. En fait, on rend intelligents nos clients. Oui, d'où l'homme intelligence. Mais dans ce que tu viens de partager aussi, tu es en train de déconstruire une autre croyance ou une autre idée. Ce serait que le couple serait là pour nous apporter du bien-être, on passerait des bons moments ensemble, ce serait sympa, agréable, etc. Et donc, je vais choisir quelqu'un avec qui je vais passer des moments agréables, vraiment qui va m'offrir le plus de bien-être. Là, tu es en train de dire, attends, la mission du couple, ça peut être aussi de grandir, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que grandir, ce n'est pas toujours facile, ça demande un petit challenge, un dépassement de soi, etc. Et on voit bien là, quand tu nous parles, quand tu nous partages ta vision, c'est qu'elle est très différente de celle qu'on imagine être la mission du couple. C'est pour ça qu'on caste un peu à chacun, dire qui m'a apporté plus de bien-être. Magnifique Thérèse ta question, on voit que tu n'es pas journaliste, tu vois que tu écoutes vraiment, c'est super, c'est magnifique ta question parce que vraiment ça me fait réfléchir. Mais oui, bien sûr, et c'est ça qu'on ne transmet pas parce qu'il n'y a pas d'éducation affective. Si en fait, tout le monde est d'accord pour dire qu'en général on veut grandir, on veut s'élever, tu vois. Tout le monde est là, ça c'est dans l'époque, tu vois, on veut grandir, on veut s'élever. Sauf qu'on n'a pas compris que c'est via l'autre qu'on va le faire. Et qu'en effet, le couple, ça va pas mal secouer, mais qu'au final, si on a la bonne posture, tu vois, c'est comme la mer. Si on est toujours au-dessus du niveau de la mer, on va pas en dessous, parce qu'en dessous, on plonge, on voit plus rien, etc. Si on est toujours au-dessus, comme un civisme relationnel, comme, tu vois, une manière de se comporter pour savoir que telle crise, finalement, va m'apporter quelque chose. Donc, on reste toujours au-dessus. Eh bien, on va alors comprendre que tout ce qui se passe en couple est une magnifique occasion pour progresser. Donc, on ne s'inquiète pas si on rencontre quelqu'un avec qui... Ça frictionne parfois, ou même beaucoup. On n'a peut-être pas les mêmes goûts. On n'a peut-être pas... on a des petits points de difficulté ou parfois des gros points. On ne s'inquiète pas, on ne se dit pas que... Alors du coup, il faut s'arrêter tout de suite parce que, comme toi, moi je rencontre beaucoup de célibataires qui, dès qu'il y a le moindre petit grain de sable, hop, tout de suite elle s'arrête. Ou il s'arrête en disant, ah non, c'est quand même pas le concept du couple qui est des grains de sable. Il y a cette croyance-là et je l'entends que tu es en train de la déconstruire, mais à fond. Tu sais, là, la cliente, tu la mets à fond sur la disposition émotionnelle et sa peur qu'il soit pas comme ci, qu'il soit pas comme ça va s'envoler tout seul. Parce qu'elle a raisonné, ça fonctionne pas. Si en revanche, il y a la connexion émotionnelle qui s'établit, alors elle va dire « c'est bizarre, j'étais persuadée de jamais aimer quelqu'un qui soit plus petit que moi, qui soit chauve ou qui n'ait pas d'humour. Mais moi, ça fait 40 ans que j'ai toujours été attirée par les hommes qui ont de l'humour. Mais lui, il n'a pas d'humour, mais je l'aime. » Bah ouais, tu vois. Et donc, c'est ça, se laisser surprendre par l'amour, c'est de se dire « Ok, au début... soit si j'ai un coup de cœur, là c'est un petit peu vigilance pour quand même m'assurer que je rentre voilà, quand même dans une connexion émotionnelle et je me laisse pas emporter par une posture sur le faire ou sur l'avoir et non sur l'être. Et si en revanche j'ai pas de coup de cœur
Mais quand même, ça me titille parce que ça m'énerve de rejeter quelqu'un de bien. Alors je continue. Je mets à fond la connexion émotionnelle en place et je vois si finalement je ne peux pas me laisser surprendre. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu partages, c'est qu'il y a une sorte de mélange entre à la fois, tu invites à la vulnérabilité, comme une sorte de lâcher prise, de perte de contrôle, de pouvoir être dans cette connexion émotionnelle. Et en même temps, tu nous invites à faire preuve de beaucoup d'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a ce mélange entre habiter notre vie émotionnelle, l'accueillir, mais avec de l'intelligence. Moi j'aime ça dans ton approche, parce que c'est pas juste, voilà, on laisse juste nos émotions et se laisser traverser par nos émotions et puis un peu en roue libre. Non, c'est avec intelligence. Et moi, j'ai l'impression que du coup, il y a quelque chose que tu réunifies par ton approche entre notre cœur, nos aspirations de cœur, notre corps, on a peu parlé du corps, mais évidemment, tout ça est lié, et avec notre tête, notre intelligence. Et là, on a les dimensions de notre personne qui, sont réunifiées. Je fais parce que je parle avec mes mains, ouais. Mais que je retrouve en tout cas dans ton approche et que je trouve très, très forte finalement. Oui, elle est très intéressante ta question parce que finalement, tu sais, cette intelligence, normalement, elle ne devrait pas être nécessaire. Si on se retrouvait à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, j'aime bien prendre cette image, on n'aurait pas besoin de cette intelligence. Pourquoi alors maintenant Parce qu'on serait juste, parce que le superflu ne serait pas un problème. On a besoin d'un peu de légèreté à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, mais en même temps, on est sur des vraies choses. Et donc, on n'aurait pas besoin de tout ça. Mais aujourd'hui, il faut de l'intelligence pour lutter contre toutes les conneries. Voilà. Il faut de l'intelligence pour tout le temps se remettre au centre, se mettre au centre de ce qui compte. Et se laisser pas polluer par toutes ces injonctions de la société. Parce que sinon, il faut reprendre Jean-Jacques Rousseau, l'amour c'est naturel, on n'aurait pas besoin de tout ça. Si, tu vois. Ouais, je vois très bien ce que tu dis. Donc heureusement, c'est ma réponse à ta question. Merci de faire ce métier et ce travail. Ça m'éclaire aussi beaucoup ce que tu dis dans ces injonctions de la société et qu'on doit mettre de l'intelligence aujourd'hui. Ça fait écho à des discussions que j'ai souvent avec ma grand-mère. On parle beaucoup des relations d'amour et ma grand-mère, elle a 96 ans maintenant, peut-être plus. Et je vois bien qu'il y avait quelque chose de plus simple à son époque qu'à mon époque. Et je vois bien ces différences et tu l'expliques par ces injonctions. Et qu'on a besoin de mettre beaucoup d'intelligence là où parfois elle ne comprend pas pourquoi est-ce que je fais ce métier et pourquoi est-ce qu'on a besoin de discuter autant là, comme on le fait d'amour. C'est quand même simple cette affaire-là. Mais tu me permets d'éclairer cette question que j'avais de ces différences de génération. Parce que ta grand-mère, elle était sur les vraies choses et qu'elle envoyait pas bouler, tu vois, parce qu'elle mettait du sacré certainement dans l'amour. Oui, et une sorte de simplicité qui est belle aussi, en fait. Bien sûr. Florence, on t'écouterait pendant des heures parce que c'était passionnante. Je voudrais peut-être pour terminer ce premier échange avec toi, j'y promets parce que peut-être qu'il y en aura d'autres, on a envie de poursuivre. Une chose que tu as comprise ces dernières années et que tu voudrais transmettre aujourd'hui à celles et ceux qui nous écoutent, ce serait laquelle qui te vient comme ça spontanément? Attends, il faut que je réfléchisse parce que comme j'ai dit beaucoup de choses. Ce qui te tient le plus à cœur que tu voudrais transmettre aujourd'hui? Ce que tu veux crier au monde? Toi, Florence. Ouais, tu sais, c'est l'éducation affective. Ouais, vas-y. Ce que je veux crier au monde, pour reprendre ta question, c'est vraiment le besoin d'éducation affective. C'est que on peut quasiment pas réussir une relation sans être un tout petit peu éduqué affectivement. C'est trop compliqué aujourd'hui. Les réseaux sociaux, les séries télé, les bouquins, tout ce dont j'ai parlé viennent en fait nous mettre en fait un peu dans le concentrique, mais pas dans l'essence même du lien. Et donc, il faut être curieux quand l'autre nous agace. Parce qu'en fait, c'est là où on rentre en travail. Et il faut comprendre que l'état amoureux, c'est un état merveilleux qui ne passe pas au bout de 3 ans, qu'on peut reconvoquer et qu'il n'y a pas de couple mort. Moi, par exemple, hier soir, j'étais extrêmement en colère contre moi parce que j'ai reçu une fille et pendant la séance, je me disais, celle-là, Florence, tu l'accompagnes pas, hein, Florence. Celle-là, tu l'accompagnes pas. Je me suis dit, elle est trop compliquée. Elle était dans un monde, dans un imaginaire. Je me suis dit, elle est sur son soleil et il va falloir que je la décroche et que je la ramène sur terre. Et j'ai pas pu m'empêcher de lui proposer de l'accompagner sur 6 mois parce que c'est ma foi, c'est ma mission. Alors que j'ai plus de temps, mais je peux pas
ne pas lui proposer. Mais je sais le travail que ça va demander pour vraiment lui ouvrir les yeux sur... en plus, elle a 41 ans, elle a 42 ans en mai, elle veut un enfant, elle veut un mari, voilà. Et donc, l'éducation affective, cette fille, je vois tout ce qu'elle ne sait pas, tout ce qu'il faut lui transmettre en 6 mois, parce que j'ai envie qu'elle trouve quelqu'un, et je sais que c'est encore possible. Voilà. Et donc, apprenons sur la réalité du lien amoureux. Ah ben on va garder ça, c'est merveilleux. Merci beaucoup Florence, merci pour ton enthousiasme, merci pour ce que tu fais, merci de nous le transmettre avec passion. Et puis on va te retrouver pour découvrir davantage tout ce que tu nous as partagé sur Love Intelligence. Voilà. Merci à toi merci Thérèse, beaucoup, c'était formidable. Merci. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement.